Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT de la CAN. On est ensemble pendant 17 minutes, le temps de faire le bilan sur cette première journée. Déjà, 12 matchs se sont joués avec moi ce soir. Hervé Kouamouo, bonsoir Hervé. Bonsoir. François Pinet est là aussi. Bonsoir à vous deux messieurs. Ça y est, tout le monde a joué dans cette 34e édition. Pas de conclusion évidemment à tirer après une première journée, après un premier match pour ces 24 équipes, mais quelques enseignements qu'on va quand même peut-être pouvoir tirer. On commence tout de suite avec l'entrée en lice parfaitement réussie aujourd'hui du Maroc. Victoire 3-0 face à la Tanzanie. Les buteurs Romain Saïs, Azzedine Ounahi et Youssef Nesri. La marche était trop haute, sans doute, pour les Tanzaniens aujourd'hui, Hervé. Oui, c'était très haut. On a vu un Maroc de très bon niveau qui tout de suite est rentré dans l'adversaire. Il y a un pressing haut et beaucoup de contre-pressing. Vraiment, c'est l'équipe qu'on a vue à la Coupe du Monde. Dont on attend beaucoup, évidemment. Première nation africaine à avoir atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Ils ont eu juste un petit creux avant le premier temps de rafraîchissement. Mais après, ils ont su marquer les buts au moment opportun et ne pas prendre de but. Et attends, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais que la Tanzanie a 0 en expected goals. C'est possible. C'est vrai que c'est une des équipes les plus faibles, en tout cas sur cette première journée. C'est la plus faible, en tout cas, sur le papier. 121e nation. Et c'est vrai qu'on a vu en plus qu'ils étaient souvent en retard. Des tacles très dangereux, d'ailleurs. Ils ont terminé à 10 pour ça. Des tacles vraiment dangereux qui auraient pu blesser, d'ailleurs, quelques joueurs marocains qui s'en sortent pas mal. Beaucoup trop d'agressivité, mais c'est parce que tout simplement, ils étaient en retard. Ils étaient dépassés aussi par la technique marocaine. On se posait la question, d'ailleurs, avec Hervé, de savoir si ce Maroc, qui allait donc avoir un nouveau rôle, puisqu'ils avaient un statut de favori à assumer désormais, contrairement à la Coupe du Monde où ils arrivaient en outsider lors des rencontres. Là, ils ont quand même fait un match très sérieux pour un premier match. C'est vrai que ça a été facilité par cette exclusion, mais techniquement, c'est très très fort. Moi, j'ai vraiment aimé le match d'Ounahi, par exemple, qu'on a eu du mal à voir cette saison avec l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que dès qu'il joue avec le Maroc, on ressent la technique, il est à l'aise. Voilà, et son but est très très joli. Il est d'ailleurs avant-dernier passeur aussi sur le dernier but qui est très beau aussi. Donc franchement, moi j'étais content de les revoir en plus, ces Marocains, parce qu'on était content de revoir les Amrabat, les joueurs qui nous ont vraiment donné de l'émotion lors de la Coupe du Monde. Ils ont du mal en club, Amrabat pareil. Mais vous avez vu le banc, parce que quand on fait sortir les remplaçants, Harit, Bouffal qui rentre aussi. En fait, oui, effectivement, pour la Coupe d'Afrique des Nations, cet effectif est bien armé. Et bien armé, parce que c'est vrai que le Maroc, depuis 1976, c'est un seul titre en Coupe d'Afrique des Nations. 1976, un seul titre et dernière demi-finale 2004. Ouais, voilà, donc ça date. Ils n'ont pas un vécu flamboyant dans la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas, jusque-là. Non, ce n'est pas la compétition qui a réussi le plus. Chaque fois, il y a l'état des terrains, les infrastructures, il y a toujours quelque chose. La chaleur, là d'ailleurs, ils en avaient parlé avant cette rencontre. Ça a aussi joué aussi sur le rythme du match qui était un petit peu faible, notamment en première période. Et c'est vrai que ça, ce sont des choses qu'ils vont devoir gérer. Mais c'est un premier match bien géré, justement, pour garder des forces aussi pour la suite de la compétition, parce qu'on sait à quel point ça peut être. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils pourront faire tourner éventuellement le troisième match en cas de succès. Bon, moi, il y a un joueur qui m'a plu quand même dans cette équipe marocaine, c'est Hakim Ziyech. Enfin, au rendez-vous, il a été omniprésent, mais c'est vrai qu'il a été présent et en récupération, donc avec un repli défensif, et puis évidemment dans la distribution, le jeu vers l'avant. Enfin, on a envie de dire pour Hakim Ziyech. C'est le genre de joueur qui a un autre visage avec l'équipe nationale, qui fait des efforts qu'il ne ferait jamais en club. Et effectivement, son côté droit a bien fonctionné. Hakimi aussi a fait un très bon match. Les deux, ils se connaissent par cœur. Ça sent que c'est vraiment une force, ce côté droit, effectivement. Et Ziyech, alors pour l'instant, c'est pas encore le Ziyech, et peut-être qu'on le retrouvera jamais, celui de l'Ajax, qui nous avait tellement plu en Ligue des Champions. Mais bon, il est là, on sent que sa technique, évidemment, elle est toujours présente. Son super pied gauche est toujours là, il y a toujours des dangers dès qu'il y a des coups de pied arrêtés avec lui. Donc c'est un point fort, bien sûr, de cette équipe marocaine. Le petit bémol, est-ce que c'est pas le manque de réussite devant le but de Nesri ? Qu'il a corrigé. Oui, il a marqué, mais il a eu quand même plusieurs opportunités. Il a eu plusieurs occasions, mais je pense que c'est bien d'avoir... le but qu'il a marqué lui fait du bien, surtout que c'est sa dernière action, en fait. C'est le dernier ballon qui touche... il célèbre sur le banc parce qu'il est sorti, et après, avec la vidéo, en plus, il y a cette célébration sur le banc qui est très sympa, d'ailleurs. Très sympa, oui, donc ça lui fait du bien. Mais c'est vrai qu'il l'a raté beaucoup, quand même, au début. Allez, dans ce groupe, il y avait aussi la RDC qui était opposée ce soir à la Zambie, les Chipolopolos de retour en phase finale pour la première fois depuis
2015, qui reste sur 2 éliminations au premier tour, après avoir remporté la CAN, on s'en souvient, avec Hervé Renard en 2012. Un retour aussi pour les Léopards, la RDC qui était absente au Cameroun il y a 2 ans. Match nul 1 partout, la RDC qui a poussé pendant toute la seconde période, mais qui a buté systématiquement sur cette défense zambienne très, très bien en place. C'est un peu des scénarios de match que l'on voit depuis le début de la compétition, avec ces équipes qui sont supposées plus faibles, qui c'est vrai sont bien en place, et puis cette équipe qui normalement est censée être supérieure, qui a du mal effectivement à faire la différence. 25 tirs au total pour la République démocratique du Congo, un seul but marqué, et je trouve que les occasions, il y en a eu beaucoup, mais ils n'ont pas mis tant que ça en danger le gardien. Pas des occasions vraiment franches. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont bien placés, mais dans la finition, il a manqué à chaque fois quelque chose. Notamment de la part de Bakambu. Le dernier geste, ils n'y étaient pas. Et effectivement, les Zambiens étaient bien présents. Avec Stopila Sunzu, c'est ancien de Sochaux. Oui, ancien de Sochaux. Je crois que c'est le dernier champion d'Afrique de la génération 2012. La génération de Zambie 2012. Donc, qui a fait. Ils sont bien positionnés, ils ont attendu. Ils ont marqué un but très astucieux d'ailleurs aussi, parce qu'il faut le revenir sur cette touche, le gardien qui est sorti. C'est le but le plus original de cette CAN pour l'instant, le lob. Oui, je trouve, mais c'est vrai que les Congolais auraient pu faire mieux si c'était meilleur dans le dernier geste. Ils peuvent avoir des regrets quand même, et ça pourrait compter pour la suite, parce qu'évidemment ils vont affronter le Maroc, lors du deuxième match. Effectivement. S'ils se retrouvent avec un seul point, alors qu'on peut imaginer que la Zambie peut battre cette équipe de Tanzanie qui est la plus faible du groupe, attention au dernier match. Alors effectivement, ça sera contre la Tanzanie. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais après, il suffit de battre la Tanzanie avec 4 points, on peut passer comme meilleur troisième. Exactement. L'intérêt de cette phase de groupe, c'est qu'effectivement, rien n'est joué avant la troisième journée. Eh bien, écoutez, dès ce jeudi, c'est la 2e journée qui commence. Et quel programme? On va leur goûter le redécouvrir, si vous ne l'avez pas en tête. Ça commencera donc demain, c'est les horaires de Paris. Guinée équatoriale face à la Guinée-Bissau, et bien sûr Côte d'Ivoire, Nigeria, Égypte, Ghana. 2 matchs sur lesquels on va s'arrêter évidemment. La Côte d'Ivoire et son sélectionneur Jean-Louis Gasset qu'on va écouter. Il est passé en conférence de presse aujourd'hui avant donc d'affronter les Super Eagles demain. Regardez. Avoir des temps, avoir plus de maîtrise technique dans les temps faibles, être plus habile dans la transmission de la balle et surtout plus vite, trouver plus rapidement nos attaquants. On a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On va proposer un match intense au Nigeria. Voilà, Jean-Luc Gasset et les éléphants qui vont proposer un match intense aux Nigérians. On va retrouver et prendre la direction tout de suite de Abidjan. On nous attend comme chaque soir Cédric Ferreira, le choc de ce groupe A que vous allez suivre évidemment ce jeudi, puisque ce sera chez vous à Abidjan, la Côte d'Ivoire qui entend bien, Cédric, valider sa qualification dès jeudi. Oui, vous venez d'entendre le discours très ferme de Jean-Louis Gasset. Il y a eu ce même discours offensif en conférence de presse d'avant-match de la part de Max-Alain Gradel, le milieu de terrain qui fait partie des joueurs les plus expérimentés. Il a déjà eu la chance, lui, de gagner la CAN en 2015. Nous n'avons peur de personne, a-t-il déclaré. Il y a une volonté claire chez la Côte d'Ivoire d'évacuer toute pression en enchaînant avec une 2e victoire consécutive, ce qui serait synonyme de qualification en 8e de finale. La bonne nouvelle du côté ivoirien, c'est qu'il y a l'amélioration de la condition physique de Simon Ndingra et de Sébastien Haller, tous les 2 forfaits pour le premier match, 2 joueurs importants du 11 de départ. Ils ont repris l'entraînement, ils ont participé à des exercices collectifs. Est-ce qu'ils vont participer à ce match contre le Nigeria? Jean-Louis Gasset a gardé le secret. La question n'a pas encore été tranchée, car on ne veut prendre aucun risque avec ces 2 joueurs qui comptent beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire pour la suite de la compétition. Et d'autant plus que ce match contre le Nigeria s'annonce très intense. Il est important pour les Ivoiriens, ils peuvent valider leur qualification. Il est encore plus important pour les Super Eagles qui ont totalement manqué leur début dans cette compétition avec ce match nul 1 partout contre la Guinée équatoriale. En espérant, Cédric, que le stade soit plein ce jeudi. On sait que c'était un problème, notamment pour le match d'ouverture. Vous êtes parti devant un point de vente aujourd'hui, je crois, pour constater. Alors, est-ce que les Ivoiriens, les supporters, ont pu se munir de ce précieux sésame pour demain?
En tout cas, ce que j'ai observé, c'est que ça va à contre-courant des discours officiels, puisque cette polémique de la billetterie continue ici en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan. Tout était parti, vous l'avez dit, de ce match d'ouverture annoncé à guichet fermé, 60 000 places dans le stade des Bimpé. Les chiffres officiels n'ont fait état que de 37 000 spectateurs. Où sont passés ces billets? Se demandent encore beaucoup d'Ivoiriens. On voit depuis le début de la compétition que les stades sont peu garnis. Cela a obligé cette situation, ces polémiques, à faire réagir la CAF et le comité d'organisation qui ont lancé prendre des mesures, notamment la mise en vente de billets attribués aux nations étrangères et aux entreprises qui n'ont pas été vendus. Il y a une liste même de bureaux de vente à travers le pays qui a été publiée, et notamment ici à Abidjan. Je me suis rendu effectivement ce mercredi à un point de vente que je peux même vous dire, c'est le bureau de poste de la Tour Postel 2001, et on a assisté avec notre correspondante Julia Guggenheim à une scène un peu chaotique où de nombreux Ivoiriens nous ont expliqué qu'ils ont fait plusieurs points de vente à Abidjan et qu'ils ont perdu 4-5 heures, une demi-journée pour trouver des billets, et qu'ils n'en ont trouvé aucun. Aucun billet pour Côte d'Ivoire-Nigeria ce jeudi, aucun billet pour Ghana-Égypte par exemple, qui va se dérouler dans l'autre stade d'Abidjan que vous apercevez derrière. Ils n'ont pas caché leur colère face à ce système d'organisation de la billetterie. Je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux. On est venu ici là, les gars ils ont ticket puis ils ne veulent pas nous vendre. Ils ne veulent pas nous vendre. Ils ne veulent pas nous vendre ticket. On ne sait pas pourquoi. Depuis on est là. Ils ne veulent pas nous vendre ticket, donc on nous dit pourquoi. Même s'il faut qu'on dort ici pour avoir les tickets, on est prêt à ça. Hein. On est prêt pour dormir ici pour avoir nos tickets pour aller au stade. Il y a plusieurs causes. D'aucuns disent que c'est les revendeurs. D'autres disent que vraiment, ils n'ont pas mis tous les tickets en vente. D'aucuns aussi disent qu'il y a des entreprises qui ont payé, mais ils n'ont pas vraiment honoré leur engagement. Merci Cédric, on se retrouve demain et on espère évidemment un stade rempli sans débordement pour ce match donc Côte d'Ivoire-Nigeria. La Côte d'Ivoire qui a résisté, messieurs, à la pression du match d'ouverture. On le sait, face à la Guinée-Bissau, c'est une vraie pression. Il y a une autre forme de pression demain avec là une opposition d'un autre style. C'est la plus belle affiche pour l'instant de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc franchement, c'est un match que moi j'attends avec impatience. Voir un peu ce que cette Côte d'Ivoire a dans le ventre. On parlait d'Aler, d'Adingra, qui sont deux joueurs qui étaient blessés lors du premier match. Moi, je pense que Jean-Louis Gasset, il n'a pas forcément intérêt à faire tourner, qu'il doit faire confiance à cette équipe qui avait donné satisfaction, même si, évidemment, tout n'était pas parfait. Mais Crasso a fait le job à la pointe de l'attaque. Au milieu de terrain, ça a très, très bien fonctionné aussi. C'est un milieu de terrain qui est quand même dominant. En revanche, c'est une petite phrase que Gasset a dit, et c'est intéressant. Il a dit, nous, on a la force collective, et eux, ils ont plus de talent. En parlant d'Osimhen, par exemple, l'attaquant du Nigeria. Et c'est vrai qu'ils vont retomber contre une équipe qui, certes, peut-être qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans le collectif. Mais en revanche, on a vu Osimhen à quel point il pouvait être dangereux lors de son premier match. Oui, mais il est isolé buteur, en fait. Il est buteur, mais il est isolé. C'est en fait le problème de cette équipe Nigeria, c'est derrière. C'est que sa base arrière, les défenseurs, ils sont pas au niveau. Et le gardien, c'est une calamité. Donc en réalité, il faut que les éléphants ne paniquent pas. Ah, mais c'est une équipe dangereuse quand même, le Nigeria. Devant, oui, forcément, parce que de fait, dès l'instant où on a une individualité comme Osimhen qui peut marquer dans toutes les positions, qui a été assez maladroit pour le premier match. Donc, et oui, mais ils ont eu des occasions. Oui, ils ont eu des occasions. Ouais. Mais c'est vrai que normalement, logiquement, si la Côte d'Ivoire ne fait pas de bêtises, logiquement, elle devrait l'emporter. À l'heure actuelle, je pense que la Côte d'Ivoire est plus forte que le Nigeria. François, vous avez parlé de Crasso, mais ça peut être aussi un match pour Seko Fofana qui avait été étincelant lors des matchs d'ouverture. Oui, et puis dans le milieu de terrain, il sait le faire, et puis cette capacité de récupérer le ballon et d'avoir une première passe vers l'avant. Il est l'un des rares dans la Coupe d'Afrique à le faire, d'avoir cette vraie passe dans l'axe vers l'avant, pas sur le côté, et cette capacité aussi à se projeter, à frapper de l'entrée à la surface de réparation. Donc je pense que ça peut être, lui peut être le grand bonhomme de cette Coupe d'Afrique. On a 2 minutes, messieurs, pour conclure et pour parler de l'autre match auquel on sera attentif. C'est évidemment entre l'Égypte et le Ghana, 2 équipes qui n'avaient pas réussi à l'emporter lors du premier match nul donc face au Mozambique des Pharaons, et le Ghana avait fait pire, les Black Stars qui avaient été battus par le Cap-Vert 2-1. Est-ce qu'on peut parler de déclin des Black Stars, une génération vieillissante depuis leur finale c'était en 2015. Ça n'a cessé de décroître, demi-finale, huitième de finale, premier tour. Oui, et là je pense qu'il y a de grandes chances que ça se termine encore premier tour, encore qu'avec... ils peuvent se reprendre, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est assez faible. Bon, il y a le retour de Kudus.
a priori sera là demain. Il est incertain, mais voilà, oui, toujours priori, incertain. Oui. Donc, ça peut changer des choses, évidemment. Ça peut changer en tout cas, ce n'est pas le meilleur moment pour le Ghana d'affronter une équipe comme l'Égypte. L'Égypte qui, en plus, reste sur un match nul frustrant contre le Mozambique. Donc, évidemment, de leur côté, les Égyptiens vont vouloir aussi rapidement assurer la qualification. C'est sûr que sur ce qu'on a vu de la première journée, il y a quand même une différence entre l'Égypte qui a quand même de la maîtrise et le Ghana qui a vraiment peiné face au Cap-Vert. C'était un tout petit Ghana. Tout petit Ghana. Et ils sont en vrai danger. Ils sont en vrai danger parce qu'une défaite, ce serait quasiment une élimination. Une élimination. Il faudrait remporter le dernier match. Mais on ne leur souhaite pas, évidemment, aux Ghanéens. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu maintenant depuis plusieurs années, et depuis le début de cette CAN, c'est que c'est sans surprise finalement de les retrouver comme ça. Qui n'a pas réussi à renouveler sa génération. Oui, et les équipes qui réussissent aujourd'hui en CAN, c'est des équipes qui ont réussi justement à renouveler un peu leur vie. Oui, à renouveler, parce que c'est vrai qu'on a des équipes qui se renouvellent, hein, parce que même le Maroc c'est un peu renouvelé, le Sénégal. En fait, par petites touches, ça se renouvelle. Le Ghana est dans une vraie situation compliquée. La qualification à la Coupe du Monde a été un trompe-l'œil. Et donc, on attend que ça d'être surpris. Hein, et c'est pour ça qu'on va suivre ce match Égypte-Ghana, parce qu'on a des surprises depuis le début de la compétition. Et ça peut être le Ghana comme surprise. Je ne sais pas pourquoi ça s'arrêterait là. Et vous en parlerez de tout ça avec Jules Boiteau demain qui sera à ma place. Merci à vous. Et puis bien, l'info se poursuit évidemment sur les antennes de France 24. Restez avec nous.